Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Alors, le sujet du podcast d'aujourd'hui, il m'a été inspiré par une question que l'on m'a posée, où on m'a demandé, est-ce que tu penses qu'il faut faire une pause dans sa vie pour guérir de son trouble alimentaire ? Donc déjà, faire une pause dans sa vie, en gros, ça veut dire, la personne sous-entendait soit arrêter ses études, soit arrêter le travail, de façon momentanée évidemment. Mais du coup, on m'a demandé ça et je me suis dit, en vrai, j'ai tellement vécu dans la réponse à cette question que je vais en dédier un épisode de podcast. Du coup, je vais commencer par raconter mon histoire pour répondre à cette question et puis ensuite, je vous donnerai des conseils pour savoir comment prendre une décision pareille parce que c'est quand même pas une décision facile. Du coup, déjà, est-ce que moi, j'ai fait une pause dans ma vie pour guérir ? Je resitue le contexte de mon anorexie. Donc moi, je suis tombée malade, j'étais en 3e année de licence de commerce. Mais l'apogée de ma maladie, on va dire que je l'ai connue quand je suis rentrée en master. Et j'étais dans une grande école de commerce assez reconnue quand même, c'est l'IESEG Business School, donc, qui est une école de commerce internationale qu'il y a à Lille et à Paris. Donc moi, j'étais à Lille. Et le cursus que j'avais choisi, c'était celui de l'alternance. Donc c'est pas le plus simple pour ceux qui connaissent. Le rythme que j'avais, c'était 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Bref, au cours de l'année 2017, durant ma première année du master, mon état il s'empirait. J'étais suivie par une très bonne équipe qui était spécialisée dans les troubles alimentaires, à Fontan 2, donc c'est au CHU de Lille, où j'avais beaucoup de chance parce que c'est quand même un très bon CHU. Et les médecins m'avaient plus que conseillé une hospitalisation. Mais pour moi, c'était impossible, parce que j'avais du mal à croire que j'avais besoin d'une hospitalisation, vu que la maladie, elle minimise constamment la gravité justement de la maladie. Mais au-delà de ça, parce que parfois j'en avais conscience que c'était grave, que mon état était grave, qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais c'était impensable d'arrêter les cours, mes études en cours de route, et d'arrêter l'alternance, de rater des jours en entreprise. Rien que l'hôpital de jour, en fait, je culpabilisais de manquer une journée ou une demi-journée. Donc, j'ai poussé un peu plus loin mes limites, sauf qu'en fait, les limites, je les avais déjà atteintes, mais j'en avais pas conscience, parce que, comme j'ai dit, la maladie, elle minimise toujours les choses. Donc j'ai tiré sur la corde jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et il s'est passé ce que je vous parle dans l'épisode de podcast sur mon syndrome de réalimentation inappropriée, et j'ai fini en réanimation du jour au lendemain. Vraiment du jour au lendemain, vraiment le corps ne te prévient pas. La veille je travaillais en entreprise, la veille j'étais dans le métro, la veille j'étais dans les rues de Lille en train de marcher en fait. Donc j'ai pas eu le temps de dire à mon école est-ce que je peux avoir un aménagement ? Bah non, parce que j'étais déjà à l'hôpital, en réanimation, rattachée à des tuyaux, à ne pas savoir comment allait se passer la suite de mon année. On était en fin d'année à ce moment-là, vers la fin d'année, donc j'ai pas eu trop de problèmes entre guillemets dans le sens où mon année elle était validée. Mais j'ai raté quand même 3 mois d'entreprise, puisque comme je le raconte dans mon histoire avec les troubles alimentaires dans l'épisode 1, j'ai fait une première hospitalisation de 3 mois. À peine je suis sortie de l'hôpital, je suis retournée dans le rythme effréné de ma vie étudiante, moitié salariée avec l'alternance, pour faire la 2e et ma dernière année d'études. Et là, j'ai rechuté. Et je dis pas que c'est parce que je suis retournée là-dedans que j'ai rechuté, mais c'est certain que si je n'avais pas repris exactement le rythme dans lequel je suis tombée malade, j'aurais certainement eu plus de chances de ne pas replonger en fait. Bref, quelques mois passent, on arrive en 2018, et suite à une tentative de suicide, même chose, je me retrouve aux urgences du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, je dois arrêter école plus entreprise. À ce moment-là, j'ai fait comme un arrêt sur image. Je me suis demandé sur mon lit d'hôpital, après avoir échappé de près à la fin de ma vie pour la 2e fois, je me suis dit est-ce que je n'arrêterai pas, ne serait-ce que momentanément, ma vie professionnelle pour me concentrer sur ma guérison ? Et je suis presque sûre que pour beaucoup de personnes extérieures, non malades notamment, la réponse elle est presque évidente. Mais pour moi c'était bien plus compliqué. C'était pas juste faire une pause, pour moi je voyais vraiment ça comme un échec, c'était échouer dans ma quête du perfectionnisme. Et c'était peut-être l'une des décisions les plus difficiles de ma vie à ce moment-là, mais j'ai fait le choix, et à raison, aujourd'hui je peux le dire, de ma santé avant ma vie professionnelle. Et en fait, je dis aujourd'hui je peux le dire, mais ça sera toujours le bon choix de prioriser sa santé. Je m'étais pas donné de durée limite de temps, mais je m'étais au moins donné 1 an.
Et pour dire, en fait, au final, je me suis même pas arrêtée 6 mois. Enfin, si, je me suis arrêtée 6 mois. Mais je pensais que ça allait durer plus longtemps, cette pause. Mais en fait, j'ai été plus vite dans ma guérison que ce que je ne l'aurais cru. Mais n'empêche que quand j'ai repris le boulot à temps partiel. Au début, j'ai repris à 50%, ensuite 80%. Donc j'avais un mi-temps thérapeutique, on appelle ça comme ça. Et à l'école, j'ai fait ma 3e année, mais j'avais plus de temps, comme j'avais déjà validé des modules en 2e année, j'avais plus de temps, par exemple, pour réaliser mon mémoire, etc. Puis l'école, globalement, m'avait un peu aménagé mes cours. Donc voilà, c'était important pour moi de commencer par te parler de mon histoire pour maintenant te donner des conseils et pour t'aider dans ta réflexion, parce que je sais que c'est vraiment pas une décision facile à prendre. Vraiment, là, je te l'ai résumé très rapidement, mais ça a pris plusieurs temps alors que j'étais déjà à l'hôpital, en fait. Enfin, vraiment, ça a pris du temps pour que je dise à mon école, non, je ne reviendrai pas cette année. Même si je sors de l'hôpital, je ne reviendrai pas à l'école tout de suite parce que ma guérison, c'est ma priorité, et de même avec l'entreprise. Maintenant, je vais t'aider, je vais essayer de te donner un peu les arguments, les réflexions que moi je me suis faites qui m'ont aidé à prendre cette décision. Je vais pas faire de généralité, mais je pense que beaucoup de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, notamment d'anorexie, sont perfectionnistes, comme moi je l'étais, et d'ailleurs je le suis toujours un peu, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus lâché du lest par rapport à ça, et peut-être que toi là qui m'écoutes, tu es aussi perfectionniste. Mon exemple, je le trouve assez pertinent dans le sens où j'étais à la fois à l'école et en entreprise, vu que j'étais en alternance, donc j'étais un peu confrontée à 2 cas de figure, dans le sens où si tu es étudiante comme si tu es salariée, tu peux te reconnaître un peu dans ce témoignage. Donc peut-être que ta réflexion de prendre une pause, elle est difficile à prendre parce que tu te dis mais je peux pas arrêter mon parcours scolaire comme ça en cours de route. Franchement, je me disais exactement ça. Je me disais, non mais Mathilde, t'as fait un sans faute jusque-là, t'as pas redoublé une seule classe, tu peux pas t'arrêter comme ça. Mais en fait, 6 mois, 1 an, même 2 ans, c'est tellement rien dans ta vie. Mais je te jure. Et vraiment, moi, ça m'a aidé de ramener tout ça à l'échelle du temps. Parce que là, au moment où tu y penses, ça te paraît insurmontable, ça te paraît non, pas possible et tout. Mais si tu ramènes sur l'échelle d'une vie, donc en moyenne, on va dire 80 ans et encore... ça peut être beaucoup plus, qu'est-ce que c'est 2 ans? Franchement, c'est rien. Et peut-être que tu te mets aussi la pression par rapport à la réussite de ta scolarité. Je comprends complètement parce que j'étais une élève assez modèle dans le sens où, depuis le lycée, j'étais la première de ma classe et j'ai presque sacrifié ma vie étudiante pour ça en fait. Et quand je suis arrivée sur le marché du travail, je me suis pris une sacrée claque. Parce qu'en fait, la cour d'école, c'est pas la cour de la vie. Et heureusement en fait, parce que ça veut pas dire que quand t'es un mauvais élève, tu réussis pas dans la vie. C'est juste que l'école, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est écrit nulle part sur ton CV que t'es première, en fait. Et les entreprises, elles cherchent pas des premiers de classe. Les entreprises, elles recherchent des profils. Et ils t'engageront parce que tu es toi. Et d'ailleurs, tu vois, mon master, je l'ai fait en 3 ans. Et ça se voit sur mon CV que je l'ai fait en 3 ans. Alors qu'un master, on sait tous que c'est en 2 ans. Et jamais j'ai eu une seule question par rapport à ça. Mais vraiment jamais. Hein. Alors que j'en ai fait plein des entretiens. Et j'étais persuadée qu'on allait m'en parler, j'avais déjà préparé une réponse toute faite pour justifier ça. Mais en fait, il y a tellement de personnes qui changent de voie en cours de route, qui font une césure d'1 an ou qui redoublent en fait. Mais ça, c'est pas grave, ça fait aucune faute pour ces personnes-là. Elles sont pas moins bien, moins compétentes, juste chacun a son parcours. Voilà, je te dis tout ça parce que c'est des prises de conscience que j'ai eues avec le temps et qui m'ont grave aidé à relativiser en fait. Et c'est pour te faire prendre conscience aussi que si jamais tu passes le bac cette année ou un examen quelconque, ou que tu dis non, les études c'est trop important, mais dis-toi quand même que ça peut attendre. Et en fait d'ailleurs, au plus tu laisses le temps passer, au plus la maladie elle peut prendre davantage de terrain, et au moins tes capacités intellectuelles elles seront à leur maximum. Parce qu'une maladie mentale ça te prend beaucoup d'énergie. Vraiment tu sous-estimes certainement ça, mais vraiment ça te prend beaucoup d'énergie. Si tu te sous-alimentes en plus, ton corps il a même pas réponse à ses besoins et donc les capacités de ton cerveau elles sont forcément impactées. Forcément tu as des moins bonnes capacités de mémorisation, des moins bonnes capacités de concentration et t'es pas surhumain. Et je te dis pas ça pour te faire peur mais vraiment pour te dire que tu peux faire une pause pour prendre soin de ta santé, recharger tes batteries et revenir en profitant davantage de tes pleines capacités par la suite. Les examens, l'école, ça peut attendre. Ta santé, elle attend pas. Des chances pour poursuivre tes études, tu en auras plein, vraiment. Pour de vrai, t'en as plein, tu peux le reprendre à n'importe quel moment. Même quelqu'un qui a envie de reprendre des études à 45 ans, il peut. Et vraiment, t'en as plein, alors que ta santé, t'en as qu'une.
Et c'est pas un grief tout ce que je dis parce que vraiment j'ai été à ta place et j'ai vraiment eu toutes ces peurs-là et ces réflexions-là et tout là ce que je viens de te dire, c'est pas quelque chose que j'ai eu du jour au lendemain. C'est vraiment une réflexion aboutie, des prises de conscience que j'ai eu aussi avec le temps en me confrontant aux choses. Et tout ce que je viens de dire d'ailleurs pour l'école, c'est la même chose en entreprise. Ta carrière, tu pourras la reprendre plus tard. T'es pas aussi performante que tu pourrais l'être. Enfin, personnellement, moi en entreprise, parfois j'avais des moments d'absence. En réunion, j'étais là physiquement, mais j'étais pas vraiment là en fait. Et à la fin de la journée, j'étais tellement affamée que je pouvais plus me concentrer. Évidemment que les autres salariés le voyaient, et il vaut mieux en fait faire une pause, prendre soin de toi, de ta santé, pour revenir pleine d'énergie, et montrer ce que tu vaux réellement, sans le brouillard, sans le brouhaha dans ta tête. Et là, tu pourras même évoluer dans ta carrière en fait. Et moi, une réflexion aussi que je me disais, qui m'aidait, c'était... à quoi bon faire de grandes études si tu peux même pas exercer ton métier comme tu le pourrais. Autre chose qui impacte peut-être ta prise de décision, peut-être que t'as peur de ce que les autres vont penser. Peut-être que t'as peur de ce que tes amis vont penser, de tes profs, ton entreprise, même tes proches. T'as peut-être peur de leur jugement, peur de te décevoir, peur qu'ils te croient trop faible. Moi, c'était les peurs que j'éprouvais à l'égard des autres, à l'égard de mes proches. Mais comme je dis souvent, les peurs qu'on a vis-à-vis des autres, c'est souvent nos propres peurs qu'on projette sur les autres. Parce que moi, la réalité, c'est qu'en fait, j'avais peur de me décevoir moi-même, j'avais peur de me croire trop faible. Et encore une fois, c'est parce que je plaçais la barre trop haut, en fait. Que j'étais trop exigeante avec moi-même, trop perfectionniste, et que je me laissais pas le droit à l'erreur. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune erreur. Comme j'ai dit avant, c'est pas une erreur de faire une pause dans sa vie. Au contraire, en fait. C'est intelligent et bienveillant envers soi que de prioriser sa santé par rapport à sa vie professionnelle. Mais c'est pas un choix facile, je le sais, vraiment je le sais, parce que ça m'a pris tellement la tête, ça m'empêchait de dormir le soir, j'ai écrit des pages et des pages dans mon journal là-dessus parce que j'étais pas sûre, etc. J'ai fait les pour et les contre, mais le pour, le plus important, c'est que t'as qu'une vie, t'as qu'une santé, et que ta santé c'est vraiment la priorité. Enfin, moi, ma grand-mère et mon grand-père même, à chaque année, ils me souhaitaient, et une bonne santé surtout, parce que c'est ça le plus important. Et c'est tellement vrai en fait, vraiment j'ai pris conscience de l'importance de cette phrase qu'ils me disaient chaque année, la nouvelle année, parce qu'elle est tellement vraie, et eux avec leurs 90 ans derrière eux, ils savent de quoi ils parlent en fait. Bref, j'ai pris la décision de faire une pause, et de ce fait j'ai dû en avertir à la fois mon entreprise et l'école. Je me mettais une grosse pression, parce que dans mon école, pour moi c'était du high level, et donc j'avais vraiment peur de passer pour quelqu'un de faible. Et en fait, comme d'habitude, comme très souvent du moins, on se fait des montagnes des choses, mais en réalité, il se passe pas grand chose quand ça se passe. Et en réalité, en face de moi, j'ai vraiment eu des personnes extrêmement bienveillantes. Et ces personnes, elles ont vraiment tout arrangé pour que je reprenne les cours d'une façon compatible avec mes traitements, avec ma prise en charge médicale. J'avais le droit ou non au choix, selon comment je le sentais, d'avoir des aménagements en termes de date des rendus des projets, etc. Et ça, là, c'est quand j'ai repris, mais en fait, même quand j'ai dit que je faisais une pause, il y a vraiment eu aucun problème, et au contraire, parce qu'en fait, les gens autour de toi, ils veulent ta bonne santé. Et surtout, en fait, ils sont comme toi, dans le sens où ils sont humains. Et en entreprise, c'est vraiment pareil. Moi, j'ai eu beaucoup de bienveillance aussi en entreprise. Alors après, c'est sûr, je suis tombée sur des personnes bienveillantes, et j'espère sincèrement que tu auras ça aussi autour de toi, et souvent on pense que les autres vont mal réagir. Moi vraiment je me disais mais c'est sûr, ils vont me juger, ils vont penser ceci, cela, mais en fait déjà c'est ta vie, on s'en fout de ce que les autres pensent, mais surtout c'est tout le contraire en fait généralement. Après les cons malheureusement c'est un concept international, et c'est pas en voie de disparition, donc il y en a partout, et malheureusement c'est possible que t'aies pas forcément un retour aussi bienveillant que ce que tu attends. En école ça m'étonnerait, mais c'est possible. En entreprise, ça m'étonne presque moins parce qu'ils ont un objectif de rentabilité, et parfois ils voient un peu les décisions en termes d'argent et du remplacement, du temps que ça va leur prendre de te remplacer. Mais là, j'ai envie de dire presque ça te donne un aperçu réel de qui tu as en face de toi en fait. Est-ce que tu as vraiment envie de travailler dans une entreprise qui a ces valeurs-là ? Dans tous les cas, ils n'ont pas le droit de te refuser un arrêt de travail. Et il faut pas stresser par rapport à l'argent que ça peut leur coûter, parce que de 1, la plupart des frais sont pris en charge par les organismes qui sont faits pour, et de 2, c'est une entreprise. Donc ils ont les fonds pour gérer ce genre de situation. Ils sont pas à l'abri que demain n'importe quel salarié de leur entreprise ait un accident subitement. C'est pas des choses qu'on peut prévoir. Donc pour le coup, eux ils prévoient quand même des fonds pour ça en fait.
Après, je sais que c'est pas toujours simple à prendre comme décision, surtout que parfois, y a aussi le côté financier justement pour toi qui entre en compte, parce que, oui, quand t'es en entreprise, le salaire, il est pas maintenu à 100%. Après, parle-en quand même au service des ressources humaines de ton entreprise, parce que je sais qu'il y a certaines entreprises qui permettent le maintien de tout ou partie du salaire. Et d'ailleurs, sache que les ressources humaines veulent que leurs salariés soient pris en charge parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se sache que dans leur entreprise, les salariés sont entre guillemets maltraités. Donc généralement, ils font tout pour t'arranger quand même. Après, encore une fois, là, je m'exprime dans le meilleur des cas, et c'est sûr que des entreprises nulles, pour rester poli, il y en a partout. Mais moi, je m'étais fait vraiment des montagnes. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte que les gens en face étaient très bienveillants. Après aussi, financièrement, moi, pour ma part, j'avais mes parents derrière qui suivaient, donc c'est clair que c'est une véritable aide, et ça, je vais pas le nier, et j'en suis d'ailleurs très très reconnaissante. J'ai conscience que tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Après, peut-être que tu connais pas, mais il existe l'ALD. L'ALD, c'est affection longue durée, et en fait, ça permet une prise en charge à 100% des soins de santé. Les troubles alimentaires, c'est des maladies qui bénéficient de l'ALD, donc moi j'étais en ALD. La demande, elle doit être faite par le médecin traitant. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est une vraie aide financière. Enfin, moi, pendant 4 ans, du coup, j'étais en ALD et je payais pas le médecin traitant, je payais pas les médicaments en rapport avec mon trouble alimentaire, j'avais aucun frais aussi à l'hôpital. Enfin, j'ai eu 6 mois d'hospitalisation sans rien payer. Tous les rendez-vous avec ma psychiatre, pareil, j'ai rien payé. Enfin, là, franchement, on est content d'être en France. Bon, malheureusement, les psychologues et autres médecines douces, elles sont pas prises en charge par la ALD. Mais voilà, ça peut vraiment représenter une aide. Donc, si jamais tu connais pas, franchement, renseigne-toi. Parle-en à ton médecin. Bon, du coup, la réponse à la question « Faut-il faire une pause dans sa vie pour guérir ?» c'est que si t'en as la possibilité, franchement, selon moi, c'est carrément mieux. Moi, vu que j'ai arrêté tout l'environnement qui me causait du stress, j'ai pu pleinement me consacrer à ma guérison. Parce que la guérison, c'est pas seulement manger, voir des médecins, c'est aussi prendre le temps pour se reposer. Mais pas se reposer genre dormir. Se reposer, c'est aussi prendre du temps pour soi, prendre le temps de prendre du temps finalement. C'est prendre soin de soi, c'est se reconstruire, se redécouvrir en dehors de la maladie. C'est mettre en place des actions, tester des nouvelles activités pour se faire du bien en fait. Et c'est globalement ralentir le rythme de sa vie pour solidifier les fondations de sa guérison et éviter les rechutes du coup. Après une rechute, c'est pas dramatique, dans le sens où j'en ai quand même connu, et c'est pas parce que tu fais une rechute que tu vas jamais t'en sortir ou que t'es retombé plus bas. Pas du tout, enfin pour moi, les rechutes m'ont vraiment aidé à sortir encore plus de mes troubles alimentaires. Les rechutes font avancer, ça fait partie du chemin de la guérison. On dit toujours que la guérison c'est pas linéaire. Mais je pense que si j'avais maintenu le même environnement que j'avais lorsque j'étais malade, j'en serais peut-être pas sortie aussi vite, ou du moins pas aussi bien, pas aussi définitivement. Les troubles alimentaires, c'est des maladies super graves. Ton trouble alimentaire, il te fait certainement minimiser, donc tu n'en as peut-être pas conscience, mais te battre contre un trouble alimentaire, c'est beaucoup d'énergie. Donc c'est normal d'avoir un aménagement de sa vie pour t'aider à ça en fait. Et d'ailleurs, peut-être que tu vas te dire que cet épisode de podcast concerne que les personnes qui sont en insuffisance pondérale, à 2 doigts de l'hospitalisation. Non, pas que. Parce que c'est une maladie mentale, pas une maladie physique, pas une maladie de poids. Et je le répète assez sur Instagram et dans tous mes autres contenus, mais vraiment le poids ne fait pas la gravité de ton trouble alimentaire. Je sais que malheureusement c'est quand même une idée reçue en général, mais la guérison elle est épuisante mentalement, peu importe ton poids. Donc sans toi légitime vraiment d'avoir un ralentissement de ton rythme de vie pour ta guérison, peu importe ton poids. Pareil, peut-être que tu te dis ouais mais elle c'était des grandes études ou un métier vraiment plus prenant que le mien, pareil, ça c'est des excuses de ton trouble alimentaire qui minimisent comme d'habitude ta situation, mais c'est pas que le fait de travailler qui est épuisant en fait, c'est l'organisation que ça te demande autour. Les stress du quotidien au travail, tout le monde en a ça. Les histoires au bureau, les histoires sur le lieu de travail, enfin ça tout le monde en a et c'est prise de tête. Aussi le fait de devoir se lever tôt, le fait d'avoir une organisation, même au niveau de tes repas en fait, le temps de trajet, etc. Tout ça c'est des choses stressantes que tu pourrais mettre de côté le temps de ta guérison en fait. Et je te parle pas de reprendre le boulot une fois que tu seras guéri totalement, mais au moins le temps que t'ailles mieux en fait, pour te donner une aide, pour te donner un coup de pouce. Et peut-être que d'autres s'en sortent des troubles alimentaires sans faire de pause, mais te compare pas, chacun fait comme il peut et ça n'enlève pas la gravité de leur maladie ni la pertinence de leur combat. Juste, chacun a son propre chemin de guérison. Après, je veux pas
culpabiliser ni mettre de pression, c'est pas parce que t'as pas l'opportunité de faire une pause ou un aménagement dans ta vie que tu vas pas guérir. Non, parce que comme je viens de dire, y a des personnes qui s'en sortent sans. Encore une fois, je dis jamais qu'il faut faire des choses comme ça, de telle manière, etc. Il n'y a pas de bonne façon de guérir, ni de mauvaise d'ailleurs. C'est pas parce que j'ai fait de cette façon qu'il faut faire de cette façon. C'est toujours, en fait, à chaque fois, j'apporte des conseils par rapport à mon expérience. Et je sais que cette décision, elle est vraiment pas simple à prendre, parce que j'ai galéré à la prendre. Et du coup, je te partage mon expérience par rapport à cette décision. Et parfois, en fait, on pense que nous, on n'a pas la possibilité, mais en fait, parfois, on n'a juste pas parlé autour de soi. Donc je te conseille déjà de parler de ça autour de toi, à tes profs, tes responsables pédagogiques, tes collègues, ton manager si t'es à l'aise, ou le service RH de ton entreprise. Les parents, c'est pas forcément les mieux placés, tu peux en parler à tes parents, évidemment moi j'en ai parlé à mes parents, mais je dis ça parce que moi, ma mère, elle était un peu dans le déni, enfin peut-être pas un déni, mais c'est vrai qu'au début, je pense qu'elle avait pas forcément conscience que j'avais besoin de pause dans ma vie, ou peut-être elle s'inquiétait pour mon avenir professionnel aussi. Parfois les parents, forcément ils sont inquiets aussi pour leurs enfants. Moi, du moins, ma mère m'a fait douter alors que j'étais à l'hôpital. Par exemple, elle m'avait dit mais il te reste 6 mois d'études et après tu seras tranquille, tu peux pas tenir bon. Et à ce moment-là, du coup, quand t'auras fini tes études, tu pourras te consacrer à ta guérison. Sauf qu'en fait, ces 6 mois m'auraient pu être fatals. Vraiment, sincèrement, je le pense. Parce que quand j'ai fait ma tentative de suicide, jamais je pensais que j'en serais capable de faire ça. Jusqu'au jour où, ça arrive pas qu'aux autres. Tout comme la fois où j'ai fini en réanimation, hein. J'étais persuadée que moi, c'était pas si grave. J'étais persuadée que les médecins, ils disaient ça pour me faire peur. En fait, non, ils avaient raison. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que on pense jamais que c'est le bon moment. On se dit toujours oui, je ferai une pause plus tard, ou oui, j'attends tel événement pour pouvoir me consacrer à ma guérison. Mais la vie, elle t'attend pas. Vraiment, elle tient qu'à un fil pour de vrai. Je suis sûre que autour de toi, t'as une anecdote ou tu connais quelqu'un qui a perdu quelqu'un sans prévenir. Parce que vraiment, la vie, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et demain, ce sera peut-être trop tard. Ta vie, c'est maintenant et t'en as qu'une. Ta vie, ta santé, c'est vraiment le plus important. L'école, c'est un passage de ta vie. Tu peux le mettre en pause. Ta carrière professionnelle, elle sera que plus belle, plus épanouie si t'es en pleine forme. C'est là où tu pourras réellement profiter d'opportunités qui auront un réel tremplin. Ce que j'ai vécu ensuite en entreprise, la mission que j'ai eue, jamais j'aurais pu la réaliser, ou du moins pas comme je l'ai fait si je n'avais pas fait de pause. Je voulais aussi dire un truc hyper important, que j'aurais peut-être dû dire même avant, mais je sais que le travail, parfois, ça permet aussi de se retrouver avec d'autres, de se connecter à d'autres, de se sentir utile, et en fait, tout ça, c'est bénéfique pour la guérison. Dans ce cas-là, tant mieux, et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais aussi, je suis pas non plus radicale dans ma réponse, et quand je dis faire une pause, c'est pas forcément totalement tout arrêter, c'est aussi parfois juste ralentir avec, par exemple, un mi-temps thérapeutique, ou un aménagement, ou juste finir plus tôt, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, même si tu es à mi-temps, l'idée c'est de pas faire une pause pour te concentrer d'autant plus sur de l'activité physique ou sur des choses que ton trouble alimentaire te demande en fait. Ce que je veux te dire c'est que si t'as un mi-temps thérapeutique ou si tu fais une pause dans ta vie justement, il faut que tu prévois ça, il faut que tu utilises ça pour ta guérison. Moi par exemple, quand j'étais en mi-temps thérapeutique, je juge pas parce que moi-même au tout début, j'ai malheureusement utilisé ça pour mon trouble alimentaire entre guillemets. C'est-à-dire que j'utilisais ça presque pour faire plus de sport ou des trucs comme ça. Mais après, je me suis obligée en fait à faire des activités pour ma guérison, à prévoir sur les temps que j'avais des activités qui me faisaient du bien tous les jours. Je faisais de l'art-thérapie, je prévoyais de la sophrologie, je passais du temps avec mes amis, avec ma famille. J'en profitais pour aller voir mes psychologues, mes médecins à l'hôpital, pour faire de l'hôpital de jour, etc. Donc voilà, en fait, si t'aménages rien, le risque c'est que tu ailles marcher ou que tu fasses des choses en fait que ton trouble alimentaire te demande, ou alors de travailler encore plus, si par exemple t'es étudiant. Donc voilà, j'ai presque oublié de le dire, mais c'est hyper important que si tu arrives à avoir un ralentissement, un aménagement de ton emploi du temps, c'est important que tu prévois des choses pour ta guérison, parce que le risque c'est aussi que ton trouble alimentaire parfois t'amène encore plus dans le fond. Donc voilà, c'est pour ça que il n'y a pas de réponse définie par rapport à cette question. L'idée c'est vraiment de l'adapter à toi, parce que moi je te connais pas. Et moi, le travail que j'avais, l'école que j'avais, moi ça me causait plus de stress que ça me faisait du bien. Donc ça a été nécessaire pour moi de faire aussi une pause totale dans ma vie. Et après de reprendre petit à petit. Pour résumer, je conseille vivement cette pause, cet aménagement. Je dis pas que c'est indispensable, mais dans mon cas, personnellement, moi ça m'a clairement aidé à guérir plus. Et je pensais devoir m'arrêter beaucoup plus longtemps. Et finalement, en fait, j'étais plus vite que je ne l'aurais pensé. Et finalement, j'ai fait 6 mois de pause et c'est tellement rien. Je veux dire, sur le marché du travail, en fait, tu te retrouves avec des personnes de tout âge, de tout parcours.
Rares sont les personnes finalement qui savaient quoi faire à 18 ans et qui sont restées sur cette voie toute leur vie. Je parle dans notre génération actuelle, la génération de tes parents, même la génération de mes parents, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Les temps ont évolué, et heureusement, parce que c'est rare en fait finalement maintenant de faire le même métier toute sa vie dans la même entreprise. Ça existe, hein, mais c'est plutôt rare quand même. Et moi je trouve ça cool d'ailleurs que dans notre vie, dans notre génération, on peut faire... on est comme plusieurs vies en fait, on peut faire plusieurs métiers et se découvrir plusieurs voies professionnelles, je trouve ça cool. Moi personnellement, je suis en train de changer de voie professionnelle en ce moment parce que j'aimais bien ce que je faisais, hein, mais je me rends compte que c'était pas non plus quelque chose qui me faisait vibrer, et puis au fil du temps, avec No Rain No Flower, je me suis rendu compte que j'ai d'autres raisons d'être, j'ai d'autres choses qui me font vraiment vibrer. Donc voilà, je recommande un ralentissement en fait, du rythme effréné dans lequel tu vis, parce que je connais trop bien ça. J'avais une vie à 1000 à l'heure, je ne sais pas comment je faisais, j'étais constamment en mouvement, j'avais constamment 1 milliard de choses dans ma tête, je bossais comme une dingue, autant à l'école que en entreprise, je m'autorisais jamais une pause parce que je devais atteindre un perfectionnisme qui était inatteignable en fait. Et on dit parfois que c'est difficile de guérir dans l'environnement qui te maintient malade. Donc voilà, le titre de ce podcast c'est pause, mais pause ça peut faire peur, mais c'est plus un aménagement, un ralentissement de tes horaires. Même si, moi j'ai fait carrément une pause totale parce que moi c'était ce qui me convenait. Et rien qu'un aménagement de son planning, ça peut faire une grosse différence en fait. Rien que d'avoir genre une journée, voire 2 demi-journées dans sa semaine, ou même terminer plus tôt, ou juste en parler en fait, et du coup avoir moins de missions qui te demandent beaucoup de responsabilités, par exemple si t'es au travail, ou d'avoir peut-être des aménagements en termes de rendu des projets. En fait, il faut vraiment en parler autour de soi. Je sais que ça fait peur, mais il faut vraiment en parler avec ton équipe enseignante ou ton équipe travail, parce que vraiment, les gens peuvent faire des aménagements pour toi, même par mail en fait. Si ça te fait peur, tu peux le faire par mail ou par écrit, quoi. Voilà, n'hésite pas à me partager ton histoire en commentaire de l'article de blog ou sur Instagram pour me dire si toi t'as eu un aménagement de ta vie pro ou si t'as fait une pause dans tes études et que ça t'a aidé à guérir. Ça peut être hyper intéressant pour d'autres. Et puis n'hésite pas aussi à me mettre une note sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment à être plus visible auprès d'autres personnes et donc potentiellement d'aider d'autres personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis on se retrouve bientôt pour un autre épisode de podcast. Ciao ciao.